suite la question traditionnelle, une question tant attendue. Quel est le mérite de Senghor et des Sénégalais en général dans tout cela? Un autre ami sénégalais répond à ma place. Le mérite de Senghor, c'est d'avoir tenté l'expérience. À quoi j'ajoute, le mérite de Senghor, c'est justement son audace. Mais, en dehors de cette expérience et de cette audace, il y a les autres aspects de la chose. Aspect politique, aspect culturel et aspect folklorique. Là où semble se créer une atmosphère de carnaval, là où un hôtel flottant des pays du prolétariat semble faire le bonheur des bourgeois capitalistes, là où les conformistes restent plus que jamais des conformistes, et là où l'UNESCO offre ces éléments synthétiques sur lesquels d'ailleurs et heureusement controverses et contradictions n'ont qu'une emprise accidentelle. Mais le festival de Dakar, c'est surtout un tandem et une présence. Le tandem André Malraux, Aimé Césaire sous l'égide de Senghor. Ah, l'Europe des Blancs, l'Afrique des Noirs, et je ne sais quoi encore. Mais ce dont tout le monde est conscient, c'est que nous sommes trop occidentalisés pour contester à l'Occident son droit à un certain privilège. Les Occidentaux, parce que colonisateurs, ne sont-ils pas aussi trop dépaysés pour nous reprocher cette prise de conscience à laquelle d'ailleurs ils nous ont merveilleusement, admirablement préparés? Le quartier latin, considéré comme le berceau adoptif de la négritude, est là pour nous en apporter une preuve supplémentaire. Là où les Sartres marchent côte à côte avec les nègres, afin que la devise républicaine ne soit clouée au pilori par les antirépublicains. Sans parler de la part active prise par les gouvernements occidentaux en vue de faciliter la réussite du festival. Senghor en a saisi la signification. Il en a déduit ceci, qu'il est plus que jamais opportun d'aider à la naissance d'une symbiose, celle des universalités, celle des vertus intercontinentales, avant que d'autres, peut-être bien intentionnés, mais qui semblent mal informés, en fassent un élément de discorde. Malraux l'a bien compris. Et son intervention a ceci de pertinent qu'elle est d'un chef de famille qui, pour ses aventures d'autrefois, crut bon de mettre ses enfants en garde contre les effets d'une angoisse. Car, dans une époque où l'espèce humaine n'a d'ennemi que dans l'angoisse,
De telles aventures peuvent provoquer un cataclysme sans précédent. Malraux a accompli sa mission non seulement pour le compte de la pensée littéraire européenne, mais aussi pour la sauvegarde des faits historiques que l'humanité d'aujourd'hui n'arrive pas encore à dénier. Faut-il remarquer que Césaire, de son côté, réagit toujours en adulte. Sa déclaration est plutôt un cri d'alarme. On lui a ravi sa liberté une première fois, on ne lui refusera pas leur venue la restitution. Et cela à un moment où il devait défendre face à l'adversité les valeurs, toutes les valeurs faisant l'orgueil et la fierté de son choix. Il sait la maladresse de ceux qui ne respirent que pour dénigrer. La négritude étant sa chose à lui, il supporterait mal qu'on en fasse un cercle vicieux où l'Afrique noire perdrait à jamais et son prestige et la saveur de son langage. Il était visiblement triste, il semblait avoir peur du nombre, celle de sa propre création. La bombe de la négritude, qui est sienne, vient d'être relancée à Dakar. Des hommes extrêmement audacieux se sont emparés de l'engin et ont eu le fond de procéder à une expérience d'envergure. Que se passera-t-il après? Y aura-t-il des morts, des infirmes, des travestis? Pourtant, le poète antillais était merveilleux dans sa pâleur et dans sa fureur, son calme était effrayant. C'est là une des caractéristiques des âmes de son espèce, des âmes craignant les méfaits d'une mauvaise langue, mais qui, par nécessité de découvrir et de créer, deviennent, comme par étourdissement, victimes de ceux pour la protection de qui elles agissent. Senghor, qui connaît l'un et l'autre, qui, par son esprit de synthèse, par son extraordinaire lucidité, se familiarise avec les situations les plus difficiles, Senghor ne pouvait faire autrement que d'évaluer ce qu'il y a de substantiel dans sa pensée et de contingent dans son action pour déterminer le comportement de l'un à l'égard de l'autre. Et il lance avec vigueur, mais sans fanatisme, Senghor n'a jamais été un fanatique, il lance alors son fameux serment: je jure de voler à l'Europe les instruments de sa supériorité, ses machines bien sûr, mais surtout l'esprit de ces machines. Je veux dire sa raison discursive. Vous le voyez, l'histoire pardonne à l'idéaliste ce qu'elle ne saurait pardonner au médiateur. Elle exige de celui-ci une judicieuse impartialité, tandis qu'elle admet de celui-là ses interminables sautes d'humeur et son chauvinisme narcissique. Mais
Ce qui fait la singularité de notre temps, c'est que les situations y sont vite dépassées et que les attitudes y sont perpétuellement remises en cause. Notre monde se trouve sur une pente, me dit un penseur français. C'est là l'élasticité, c'est-à-dire l'aspect conciliant de l'action Senghor. En effet, de tous les apôtres de la négritude, Senghor reste le plus souple. Parce que d'ouverture, en effet, de tous les apôtres de la négritude,
c'est-à-dire les dispositions protocole, c'est-à-dire les dispositions propres à la rigueur et à la mesure. Son protocole donc nous fait penser au génie de l'Occident. Mais son énorme disponibilité et son amour pour la paix le désignent comme le prestigieux porte-parole des pays noirs. Et s'il accorde une importance capitale à ce phénomène du désert, phénomène qui a toujours fourni à l'humanité des héros, des philosophes, des ascètes, des poètes et même des prophètes. Cela est dû uniquement à son souci constant de se faire le fidèle interprète de ses frères arabo-berbères. Senghor qui, avec ses amis, a créé le mot, sinon le concept de la négritude, ne pouvait pas ne pas concevoir avec bonheur ce dépassement qui caractérise notre siècle. Et cela pour permettre à notre pays, à notre continent, d'être au moins pour quelque chose dans la vulgarisation des principes dont se réclame la philosophie des complémentarités. D'où le sens, un sens supérieur que les uns et les autres appliquent au terme du dialogue. Avec la négritude, en tant que concept philosophique, en tant qu'idéologie, l'Afrique noire est sur la voie d'inaugurer une forme d'existence nouvelle, fondée essentiellement sur le dialogue. Sur un dialogue où la spéculation stérile et illusoire doit être nécessairement écartée. Il s'agit une fois de plus de laisser le cœur et la raison orienter la langue. Ce magnifique instrument destiné seulement à produire des vérités simples, mais combien convaincantes. Un bout de chair qui alimente la conscience. S'il est pur, c'est tout l'univers qui en devient le symbole. Mais il y a à côté de cette originalité les liens séculaires qui nous attachent aux autres et qui malheureusement exigent que nous soyons à la hauteur de toutes les intrigues qui compliquent tant la vie. Effectivement, nous éprouvons un grand besoin des engins dévastateurs, des stratagèmes, des porteurs d'idées toutes faites, en vue de nous maintenir dans l'illusion d'une force dont la barbare signification n'échappe à personne. Néanmoins, le dialogue reste pour le négro-africain, dont on devine les dispositions orales, une source de salut, ce qui est plus qu'une seconde nature. Pourtant, force nous est de reconnaître ceci, que nos partenaires sont trop rigides dans leur raisonnement, trop réalistes dans leurs entreprises pour se laisser séduire par un humanisme qui ne soit reflet des ordinateurs et des comptes à rebours. Le monde
conceptuellement différents, n'est-ce pas, mais qui actuellement s'affrontent à un niveau où seules des concessions sérieuses seraient en mesure de conduire l'un et l'autre à d'heureux résultats. Ni l'authenticité dans sa forme primitive, ni le progressisme déshumanisant ne sauraient y apporter une solution convenable. Ne serait-il pas dangereux pour l'humanité de cautionner le triomphe de la bêtise? Pourquoi s'attarder à de telles précautions? En tant que négro-africains, nous pouvons porter notre foi à l'héritage de nos aïeux, dits en conservateurs. Et en tant que colonisés, un vaste champ de possibilités matérielles nous est proposé, qui poursuit faire l'un et l'autre ne doit comporter aucun danger. Mais c'est là justement le danger dont il faut éviter le débordement. Nous sommes avant tout des hommes et des hommes tout court, c'est-à-dire des êtres vivants, dotés d'intelligence et de savoir-faire. Notre choix a ceci de déterminant qu'il est à la base ou de notre ascension ou de notre chute. Et quoi de plus préoccupant que d'avoir à diriger les masses? Ne vaudrait-il pas mieux laisser la terre elle-même dénombrer les martyrs que de tels choix sont éparpillés çà et là pour le compte de l'éternité? Si en Afrique, on l'a déjà dit, les adhésions spectaculaires au début sont immédiatement suivies des retraits non moins spectaculaires, c'est que les choix s'y font avec autant de rapidité et de caprice. Un manège où la lassitude répandra sûrement son effet de neutralisant. Sayyiduna Muhammad ne trouve la dignité d'un croyant que dans le respect de la parole donnée. Que le plus humble des croyants agisse au nom de la communauté, mais afin que le principe de l'engagement et de la représentation ne soit déformé par la junte des privilèges. Il s'agit d'entourer le dialogue de toutes les garanties imaginables en vue de permettre aux jeunes pays du continent de procéder à un démarrage normal sans un surplus de désordre. Il s'agit de distinguer le dialogue porteur de fruits rémunérateurs et dont le propre est d'assurer la fraternité entre les hommes, du dialogue creux où la suffisance n'a d'égal que la grossièreté. Un sage l'a dit à un homme d'action, même ta colère m'inspire confiance. Cela signifie que même dans la colère, on sent les jeux d'équilibre qui font qu'un homme reste au fond de lui-même juste et grand. La maladresse change parfois de couleur et de condition.